Pour un cahier de 48 feuilles, la bande dessinée c'est l'évasion. Rosinski. Le matin, en entrant deux par deux dans la salle de classe, le dessinateur de notre maître d'école était parfois déjà là, en train d'exécuter un dessin que notre instituteur utilisait comme support didactique dans sa leçon. C'était encore le début de l'année scolaire, et en découvrant le talent remarquable de ce nouveau camarade de classe, j'étais impressionné par sa manière de dessiner, par la finesse de son trait qui m'échappait totalement et m'impressionnait. D'ailleurs, il n'était pas le seul à attirer mon attention sur son habileté et par son ingéniosité de bon dessinateur. J'avais connu par la suite, durant mon adolescence, tout un groupe d'amateurs doués en dessin. Mais personne parmi ces jeunes talentueux n'avait fait de sa passion son métier. Ils avaient tous coupé ce cordon ombilical qui les reliait à cette belle et séduisante activité. Cette forme d'avortement collectif de futurs artistes était due à une absence totale ou presque de l'enseignement des arts visuels dans nos établissements scolaires. À l'inexistence d'associations ou d'institutions permettant une sensibilisation, une orientation et assurer une formation appropriée aux élèves aptes à faire carrière dans l'une des nombreuses branches artistiques. C'était une génération d'artistes perdus. Un jour, devant l'école, avant l'heure de l'ouverture de la grande porte d'entrée, un collègue m'appela de loin pour m'inciter à venir voir un travail de notre camarade dessinateur. Ce dernier était debout au milieu d'un petit groupe d'élèves curieux, en train de feuilleter un cahier plein de dessins. En m'approchant et en regardant de plus près, je découvris ce que j'avais considéré d'incroyable mais vrai. Cet admirable dessinateur, et élève brillant en plus, avait reproduit tout un album de bandes dessinées page par page, sur un cahier scolaire petit format de 48 feuilles. J'étais ébahi devant la précision et la subtilité avec lesquelles était exécutée chaque vignette. J'étais stupéfait face à la beauté du dessin, des personnages et du décor. Il n'avait rien négligé. L'homogénéité de la typographie des bulles, des cartouches, des écarts narratifs, les onomatopées, tout était admirablement orchestré sans la moindre fausse note. À partir de ce moment-là, je ne pensais plus qu'à réaliser moi aussi mon album personnel d'une bande dessinée de mon choix. Je soupirais, je suis un âne, un abruti, bête et stupide. Il fallait y penser, je suis un âne. Mon collègue qui avait entendu ce que je grommelais s'écria « Ah ah ah, il dit qu'il est un âne. Ah ah ah, c'est un âne !» La cloche et la bousculade des élèves devant la porte qui venait de s'ouvrir avaient mis fin aux moqueries de mon collègue et qui avait failli dégénérer en une bagarre, car j'étais à bout de nerfs. De retour à la maison, j'avais commencé par examiner mes numéros de BD que je gardais jalousement dans une vieille boîte en carton, comme si je les consultais pour la première fois. Mon choix s'était automatiquement porté sur l'un des 3 numéros de Blake le Rock, mon héros préféré, et écarté un journal de Tintin que je n'aimais pas, à cause de ses 2 points noirs à la place des yeux, son nez que je trouvais bouché, et enfin à cause de sa coiffure, avec cette artificielle mèche de cheveux. J'avais laissé tomber aussi un numéro de la série Tartine que je qualifiais de vieille et moche, puis Mickey l'Oranger, Evanoué, Robin des Bois, qui n'étaient à mon avis des héros que grâce à leurs armes. D'autres albums ne m'intéressaient pas, parce qu'ils n'avaient pas de couverture, ou bien leurs bulles occupaient une bonne partie de leur case. La seule difficulté qui me restait à affronter était l'achat d'un cahier de 48 feuilles,
qui se vendait à 12 liards. Or, je n'avais aucun sou dans ma poche. Mon père, qui ne me refusait jamais rien, était pendant des mois dans une colère noire à cause des problèmes de ménage. Absent la plupart du temps, il ne revenait à la maison que pour grogner contre ma pauvre mère et retourner d'où il venait. Même s'il ne m'avait jamais puni, j'étais terrorisé en le voyant dans un état pareil et je n'osais pas lui demander quoi que ce soit. Je devais donc me débrouiller tout seul, chercher à tout prix ces 12 liards. La seule opportunité qui se présentait à moi était de récupérer des déchets métalliques de cuivre, d'aluminium ou de fer et les vendre à l'acheteur ambulant de choses inutiles et recyclables, qui passait sur son âne de temps à autre dans notre village. Sur mon chemin de l'école et pendant mon temps libre, je cherchais partout ces choses vendables. Tout ce que j'avais ramassé au bout d'une semaine ne m'avait rapporté qu'une pièce jaune de 4 liards, ni plus ni moins. Il me fallait donc envisager une autre solution plus radicale, parce que j'avais une envie irrésistible de vouloir réaliser mon nouveau beau projet. Parmi les habitants de notre localité, il y avait une catégorie de familles miséreuses qui habitaient au pied de l'usine de séchage du phosphate, le Fouarat, dans un petit village encore plus marginalisé, avec de petites constructions précaires qui s'appelaient le Fouera, en dialecte local le diminutif du mot Fouarat. Un noyau d'une sous-classe sociale et dont la survie dépendait de cette grande usine, de ses équipements et de ses annexes. Ils survivaient en récupérant ou en volant toutes sortes de métals vendables, des pièces mécaniques hors usage, des câbles électriques en cuivre, des tronçons de convoyeurs, des feuilles de zinc et divers déchets de ferraille, ainsi que du charbon et des débris du bois utilisés comme charpente provisoire dans les mines souterraines rejetées par le déblayage de l'usine au sommet du remblai pyramidal de la taille d'une petite montagne. Ces débris constituaient le combustible principal de la plupart des ménages de notre village. Le cambriolage s'effectuait surtout la nuit, en trompant la vigilance des surveillants de sécurité qui n'étaient autres que des agents de police et des forces auxiliaires locales. Parfois même les femmes et les enfants participaient à ces opérations souvent périlleuses. Sur notre chemin de l'école, ces gamins nous racontaient des fois des histoires invraisemblables sur leurs aventures, leurs exploits et celui de leurs parents. Je me souviens encore de la police qui venait plus d'une fois les chercher le matin à l'école. C'étaient ces histoires qui avaient stimulé encore plus mon impatience impulsive à tenter moi aussi ma chance, en m'engageant dans une action téméraire, susceptible de me rapporter avec quoi acheter un cahier de 48 feuilles. Le samedi après-midi, avant le coucher du soleil, j'avais décidé de me lancer dans cette aventure hasardeuse sans trop réfléchir aux conséquences. Armé de mon lance-pierre, arme redoutable selon ma logique enfantine peu réaliste, ma vieille pince dans la poche, dans l'espoir de tomber sur des câbles électriques en cuivre faciles à couper et à transporter, je pris la direction d'une aire de stockage à l'air libre qui se situait sur le flanc ouest du plateau derrière l'usine, que j'ai connu en jouant aux tire-boulettes à chasser des oiseaux. Arrivé sur les lieux, je me cachai derrière le feuillage d'un arbuste du bois de pin qui couvrait les alentours. Je commençai par inspecter l'endroit discrètement en imitant Black le Roc caché derrière un buisson, évitant d'être déniché par un bataillon de tuniques rouges. Un nuage de poussière venait de s'abattre sur toute cette zone, me pénétrait dans les yeux et rendait ma vision indistincte. Le bruit de l'usine m'empêchait de discerner un indice audible quelconque, signalant la présence d'un ou de plusieurs gardes. Sans me décourager,
et pour paraître rapide et efficace comme le petit trappeur, je franchis la barrière du stockage, en rampant à plat ventre au milieu des herbes fraîches et humides, en tenant à la main mon lance-pierre à la place du pistolet et mon héros de BD. Devant moi se dressait une gigantesque bobine en bois, dont l'axe était entouré de fils électriques. C'était ce que je cherchais. Le vent changea de direction et éclipsa le bruit des fourneaux de l'usine. La poussière avait disparu et mon champ visuel devint plus clair. Je me relevai tout doucement, je scrutais l'horizon à droite et à gauche, tout était calme. Seul le gazouillis lointain des moineaux au sommet des arbres était perceptible. D'un pas rapide et léger, le dos incliné, je parcourus les quelques mètres qui me séparaient de la grande bobine. Saisi d'une sensation confuse de crainte et de joie, j'accrochai mon lance-pierre à mon cou, je m'efforçai de dérouler le câble en le tenant par son extrémité sans y parvenir. Étant donné qu'il était tout emmêlé, j'essayai de sectionner une portion de ce fil solide et épais. Malheureusement, son diamètre était plus grand que l'ouverture du bec de ma vieille pince. Subitement, j'entendis un bruissement régulier, suivi d'aboiements, qui s'approchait de plus en plus. Instinctivement, je me mis en position d'être prêt à prendre la fuite. Tout mon corps tremblait de peur. Mon rythme cardiaque et respiratoire s'accélérait. Le temps sembla s'arrêter. Dès lors, toute la bravoure et le courage de Black le Roc qui alimentaient ma volonté s'étaient dissipés. Quelques instants après, les aboiements s'éloignaient peu à peu. Le calme était revenu. C'était certainement une meute de chiens errants. Le soleil était sur le point de se coucher, sa lumière affaiblie éclairait encore le domaine du stockage. Je laissai tomber la bobine pour chercher ailleurs. Un vieux pneu attira mon attention. Il était à moitié englouti dans la poussière du phosphate humidifié par la dernière pluie. De hautes herbes sauvages avaient colonisé son milieu et commençaient à fleurir. C'était beau à voir. Je me dirigeai auprès d'un tas de ferrailles et de pièces mécaniques couvertes de rouille. Je ne trouvai que quelques vieux, grands boulots et leurs gros écrous pour me remplir les poches. Je continuai à chercher un peu plus loin. Tout à coup, j'aperçus un entassement de matériaux divers, des câbles de toutes sortes, certains enchevêtrés, d'autres bien enroulés et rangés, mais difficiles à atteindre. J'introduisis ma main doucement au milieu de cette ferraille pour serrer et saisir à l'aide de ma pince un rouleau assez volumineux. Après 3 ou 4 tentatives, j'arrivai difficilement à le retirer. Je le déroulai rapidement en l'entourant en même temps autour de ma taille bien serrée. J'étais content et comblé. Je vidai mes poches pour ne garder qu'un seul boulon avec son écrou, vu que le reste était lourd. En plus, le fer ne se vendait qu'à 1 ou 2 liards le kilo. Le soleil s'était déjà couché. Une lueur du crépuscule illuminait encore certains endroits du stock. Sur mon chemin de retour, je m'emparai d'une barre métallique que j'avais jugée arme de défense formidable. Elle mesurait presque 1 mètre de long, assez légère et facile à tenir dans la main. J'avançai en regardant dans toutes les directions, pour quitter discrètement les lieux et sans faire de bruit. Soudainement, je distinguai 2 silhouettes qui avançaient directement vers moi. J'entendis une voix qui disait « C'est peut-être un petit berger qui cherche une brebis égarée. »« Comment le sais-tu » répondit l'autre. « Tu n'as pas vu son bâton à la main ? En plus, que peut bien faire un enfant dans ce lieu reculé à cette heure-ci » Je me retournai et je courus comme un fou dans la direction opposée. Quelques minutes après, j'étais exténué et essoufflé. Je m'arrêtai pour prendre haleine. Personne ne me suivait. J'étais très loin du stockage. Ce n'étaient donc pas des gardes, mais probablement des ouvriers de l'usine. J'attendis un peu,
en dépit du crépuscule qui jetait son dernier rayon. C'était à ce moment-là que je m'étais aperçu que j'étais très loin de notre village, sur le versant est du vallon, avec en face sur l'autre pente le cimetière. L'obscurité envahissait peu à peu l'horizon. Je voyais à ma gauche les projecteurs de l'usine s'allumer. Armé jusqu'aux dents, ni ma barre métallique, ni mon lance-pierre et ma pince, ni même le câble que j'imaginais utiliser comme un lasso ou un fouet, ne m'avaient aidé à surmonter mon inquiétude. J'avais tellement peur que je commençais par réciter des versets coraniques, appris par cœur à l'école, pour éloigner les mauvais esprits. Je n'avais plus d'autre issue pour rejoindre mon village, sauf rebrousser chemin, en courant cette fois pour atteindre la route des camions qui transportaient le phosphate à l'usine, en contournant l'entrepôt et les endroits boisés. Arrivé sur le talus qui bordait la route, je lançai ma barre métallique la première, avant de sauter d'une hauteur de presque 2 ou 3 mètres. En me tournant à droite, une lumière de projecteur m'aveuglait. Je courus pour me cacher en traversant la route quand un puissant coup de klaxon m'ébranla les oreilles, suivi d'un grincement désagréable de frein. Mon corps réagit par un réflexe de sursaut. Sidéré, je restai immobilisé au milieu de la route. Je m'efforçais à réprimer l'envie de crier. Les larmes aux yeux, le visage contorsionné, de frayeur, je n'avais pas vu le véhicule à part une sensation d'une forte chaleur qui m'envahit et qui provenait sûrement du poids lourd. Je repris ma traversée en tremblant comme un diapason. J'entendis le chauffeur du camion m'insulter. En un clin d'œil, j'avais frôlé la mort. Arrivé à la maison, je haletais de soif. J'avais la gorge sèche. J'étais dans un état lamentable. Je me grattais les dos des mains et des pieds, un prurit accompagné d'une sensation de brûlure. C'était vraisemblablement à cause de leur contact avec l'ortie velue, ou les chenilles qui pullulaient dans la région en cette fin de l'hiver. J'avais aussi une foulure au niveau de la cheville du pied gauche qui me faisait mal et s'était légèrement gonflée. J'avais perdu l'une de mes chaussures et gardé bêtement et inutilement l'autre dans ma main gauche comme un gant, car elle me gênait dans la course. J'avais surtout regretté la perte de ma vieille pince, qui m'était utile dans la fabrication de mes jouets. Aucun de mes parents n'avait prêté attention à ma mésaventure. Ils étaient submergés par leur discorde interminable. Pendant cette période de mon enfance, j'étais exposé à tous les dangers. Le dimanche après-midi était consacré à notre hygiène corporelle, au hammam, de la maison que mon père avait construite seul, de ses propres mains. J'avais profité de l'occasion pour brûler la gaine en plastique qui protégeait le câble en cuivre dans le foyer de combustion du bain mort. Autrement, l'acheteur de ferraille ne l'aurait pas accepté. 2 ou 3 jours après, ce dernier arriva au village sur le dos de son âne. En le voyant, je me précipitai vers lui avec mon rouleau caché sous ma jaquette. Il me regarda d'un œil méfiant et me déclara « Non, je n'achète pas ces choses-là. » Étonné et déçu, je répliquai « Mais c'est du vrai cuivre. » Il me répondit d'un ton sévère « Tu veux m'envoyer en prison ou quoi ?» Puis il tapa sur le flanc de son âne avec son bâton pour le faire avancer en bafouillant je ne savais quoi. Longtemps après, ce câble avait servi à ma mère comme fil à sécher le linge. La barre métallique avait traîné elle aussi des années dans la maison sans aucune utilité ou presque, tandis que le volumineux boulon avait servi à casser le pain du sucre lors de la préparation du thé à la menthe. Une fois de plus, j'étais dans l'impasse. Cependant, animé par mon amour pour le dessin, mon égoïsme et mon ambition puérile, je refusai de me soumettre au désespoir.
Je continuais à vouloir posséder un cahier de 48 feuilles, pour profiter des vacances qui approchaient et concrétiser mon rêve d'album de bande dessinée, réalisé à la main. Les habitants du village faisaient leurs courses chaque dimanche. L'atmosphère qui régnait dans le souk était aussi celle d'une fête foraine. Tout le monde avait l'air réjoui. J'avais eu l'idée de défier ma peur et aller rencontrer mon père là-bas, au souk, dans l'espoir de le retrouver en bonne humeur, comme tout le monde, loin de la maison et de ma mère. Effectivement, c'était vrai. En me voyant, il me sourit et sans échanger un salut ou une parole, il me mit dans la main une grande pièce jaune de 10 liards, sans le lui demander. Son compagnon lui reprocha cette générosité envers moi, en déclarant à haute voix et en me regardant dans les yeux pour me faire comprendre que son message était aussi destiné à mes oreilles. Moi, je ne donne jamais d'argent à mon fils, et s'il me le demandait, ne serait-ce qu'un liard, je lui vendrais les yeux et l'emmènerais au milieu d'un souk d'une région perdue, et je reviendrais tranquillement chez moi. S'il arrive à se débrouiller seul et me rejoindre les poches pleines d'argent, je reconnaîtrai en lui mon fils, sinon il ne le sera jamais. Immédiatement, je me dirigeai vers la tente du marchand de fournitures scolaires, et par coïncidence, mon père croisa mon chemin. En me voyant discuter avec le commerçant, il l'interrogea. « Que veut-il » Il lui répondit. « Un cahier de 48 feuilles. » À savoir que nos maîtres d'école n'exigeaient que des cahiers de 24 feuilles. Sans hésiter, il paya le marchand et me conseilla de garder les 10 liards pour moi. C'était l'un des moments les plus heureux de mon enfance. Je passais chez le brocanteur et bouquiniste qui vendait aussi de vieux numéros de BD. C'était là où j'avais pu me procurer le premier numéro de la merveilleuse série de Zombla, à 8 liards seulement, et que je n'ai connu qu'à travers de rares affichettes publicitaires sur l'eau d'un ou 2 albums de bande dessinée. Il était tout neuf. Vers midi, je revins à la maison ivre de bonheur, avec un cahier neuf de 48 feuilles et l'album de mon deuxième héros préféré, l'invincible homme de la jungle. Le premier jour de vacances, je m'étais réveillé tôt le matin, poussé par un enthousiasme et une énergie débordante. Je décidai d'annuler la reproduction de Black le Rock et le remplacer par celui de Zombla, tout simplement parce que j'étais un amoureux de la nature, de sa beauté sauvage, de ses énigmes et de ses périples. Je ne désirais pas recopier uniquement les vignettes une à une sur mon cahier neuf, mais je voulais transformer le cahier en album dans son aspect extérieur. Il me fallait prendre les mesures et découper les bords du cahier pour lui donner les dimensions d'un album de BD petit format, en utilisant seulement mon matériel d'écolier, un crayon, un double décimètre pour le traçage, un ciseau et une vieille lame de rasoir pour couper le papier. J'avais aussi remplacé la couverture par une autre découpée dans la boîte d'emballage de mes nouvelles chaussures et dont l'une des 2 faces était blanche. Le lendemain, j'avais commencé l'exécution de la couverture et pour être sûr d'obtenir un résultat incontestable, j'étais obligé de recourir à la technique simple des carreaux. Je réalisais, à l'aide d'un crayon bien taillé, des lignes fines et légères, à peine visibles, pour pouvoir les effacer une fois le croquis terminé et retracer au stylo à billes noires, vu que la face blanche de ma couverture en carton était lisse, sensible et fragile. Ma peinture scolaire en pastille ne portait aucune indication sur sa boîte en plastique et sans aucun guide. J'avais inventé ma propre technique de coloration sur ce genre de support délicat, qui n'admettait pas l'erreur. J'obtenais des couleurs assez constantes en les diluant avec quelques gouttes d'eau.
Je posais chaque couleur à l'aide de mon pinceau sur une surface déterminée et j'attendais qu'elle sèche avant de la gratter avec une lame de rasoir ou la frotter avec un chiffon, afin d'enlever le surplus du pigment et obtenir un effet de transparence, à mon avis spectaculaire. J'ignorais encore l'aquarelle et ses techniques. À part les 2 faces de la couverture, les vignettes étaient en noir et blanc. J'avais usé du même procédé des carreaux dans l'exécution des premières pages. Progressivement, je découvris une première astuce pour rendre ces techniques moins longues et moins fastidieuses, qui consistait à ne tracer les carreaux qu'au niveau des surfaces contenant des dessins difficiles à reproduire, et ignorer le reste. Plus j'avançais dans le travail, plus j'améliorais ces techniques à tel point qu'en arrivant à la moitié de l'album, je n'avais plus besoin que de quelques traits horizontaux et verticaux tracés à main levée pour délimiter les formes globales. Quoique certaines vignettes compliquées me contraignaient à tracer tout le quadrillage pour arriver à une imitation parfaite. À la fin des vacances, je n'avais pas pu terminer ce travail titanesque. Cependant, plus les jours passaient, plus je perdais l'envie de le terminer. Un certain temps, il commençait à résonner dans ma tête comme un lent tic-tac d'une monstrueuse horloge infernale. J'avais détesté de continuer à dessiner et redessiner les mêmes personnages, Zambla, Rasmus et Yeye, Satanas, Bwana et Pétoulé, personnages légendaires de cette série. Je n'avais aucune idée sur le métier de dessinateur de BD. Je croyais qu'il travaillait comme moi. C'était la raison pour laquelle j'avais qualifié une fois pour toutes cette profession artistique magnifique comme insipide et médiocre, vu qu'il n'y avait pas d'école d'art, ni d'association culturelle qui pouvait m'initier à la pratique de la bande dessinée ou aux dessins animés.